Ok, je vais vous expliquer le circuit de Bedini. Le circuit est très simple. On a deux résistances, dont une réglable. On a deux diodes, celle-ci pour les hautes tensions, celle-ci pour les plus basses tensions. Un transistor haute tension qui peut aussi vibrer plutôt vite. Deux batteries, une pour être rechargée, l'autre pour être utilisée. Et une bobine double filaire avec au-dessus un oscillateur mécanique qui est constitué d'aimants, les mêmes pôles par exemple à l'extérieur. Et Bedini nous conseille d'utiliser les pôles nord. Voilà, ça ressemble à ça, moins les composants électroniques et les deux batteries. C'est plutôt simple en fait de comprendre comment ça fonctionne, et je pense que je vais réussir à vous prouver réellement d'où vient la surunité. Qu'est-ce que c'est une surunité? C'est, pour que tout le monde comprenne, puisqu'on est dans une société de capitalistes, on va dire qu'on a un portefeuille dans notre poche, que ça nous a coûté pour que ça nous rapporte, et si ça nous coûte moins que ça nous rapporte plus, on est surunitaire. Évidemment, heureusement, il y a l'environnement, parce que franchement, sans l'environnement, c'est pas possible de gagner plus en dépensant peu. Il n'y a que le capitalisme pour le croire avec l'argent dette. Et pour revenir à nos moutons, cette surunité, elle est simple. Nous apportons une énergie qui provient de la batterie. Mais il existe un environnement. Cet environnement aussi nous apporte de l'énergie. La somme de ces deux énergies, c'est ce qui existe à l'intérieur de la machine, mais ce que ça m'a coûté, c'est uniquement ce que la batterie a donné. Ce que je récupère, c'est la somme des deux. Ce que l'aimant m'a donné, plus ce que la batterie m'a donné, et ça je le donne à une batterie. Donc dans la deuxième batterie, je suis censé avoir donné deux choses, alors que j'en ai pris qu'une seule dans la première batterie. Le processus est simple. Déjà, il faut comprendre certaines petites choses qui sont essentielles. Ce rotor fonctionne qu'en attraction. Jamais les aimants sont repoussés par quelque chose. La bobine, quand elle utilise les batteries, ça sert à renforcer les effets. Ça ne contre jamais les effets. Cette première bobine va utiliser la première batterie pour créer des champs magnétiques à l'intérieur de la première bobine. Au moment où on est dans cette position, c'est-à-dire quand les aimants sont le plus loin du cœur de ferrite, eh bien, malgré que la roue est en rotation, je fais un arrêt sur image en montrant la position où on commence à regarder, mais bien sûr, la roue tourne au début, avant qu'on commence à alimenter nos bobines. Donc la roue tourne, on regarde ce moment-là, on ajoute dans nos premiers fils une énergie qui provient de notre première batterie, et on permet à la bobine de gonfler en magnétique. Rien de spécial. Les aimants, voyant le magnétisme grossir, et grâce au cœur de ferrite aussi, sont encore plus attirés vers cette position-là, de ici à ici, grâce au magnétisme qui a été mis dans la première bobine. Au moment où on est dans cette position, le transistor doit donc basculer pour commencer à alimenter la première bobine. La première bobine doit être montée à côté d'un condensateur de manière à pouvoir créer un système oscillatoire entre l'énergie magnétique et l'énergie diélectrique. On doit en fait pouvoir calibrer la bobine et le condensateur, c'est-à-dire les choisir correctement, de manière à ce que eux deux forment un ensemble qui a une fréquence propre. C'est quoi une fréquence propre? C'est ça, c'est très facile.
J'ai changé la fréquence propre de mon équerre. On peut changer la fréquence propre d'une bobine en lui rajoutant de la longueur. Et on doit coupler le bon condensateur avec pour que ce soit calibré sur une fréquence propre. Une fois qu'on a une fréquence propre, eh bien on a un temps, une période. Ce temps, cette période doit coïncider à cette période-là. Notre oscillateur mécanique ne doit pas chercher à accélérer. Son objectif, c'est d'avoir une vitesse constante, rapide mais constante. Et notre objectif, c'est de la maintenir, de ne pas l'accélérer. En fonction de cette vitesse choisie, nous aurons une certaine surunité. Il s'agit donc de dimensionner un système pour obtenir la surunité souhaitée. Pour vous montrer comment et d'où vient cette surunité, je continue l'explication du générateur. Donc notre première bobine a reçu une pulsion magnétique au moment où la roue était comme ça, et la pulsion magnétique doit avoir une intensité nulle au moment où j'arrive ici, et c'est précisément à ce moment aussi que l'on doit couper le transistor, de manière à couper la bobine. Le magnétisme qui existait dans la bobine, au moment où le transistor coupe le circuit, empêche l'intensité de continuer à exister. Le magnétisme a utilisé l'intensité pour s'installer. Pendant son installation, il a créé des pertes par effet Joule, U égale RI, et il a créé des pertes par effet de contre-force électromotrice, LDI sur DT. Par contre, au moment où je disrupte le circuit de cette bobine, j'obtiens une étincelle de haut voltage qui se propage dans la deuxième bobine, et cette étincelle ne correspond plus à du magnétisme réellement, parce que nous avons créé une disrupture, nous avons coupé le circuit, nous avons ouvert l'interrupteur, nous avons basculé le transistor. L'intensité n'a plus le droit d'exister, le magnétisme non plus, la contre-force électromotrice non plus, et l'effet Joule non plus. Ainsi, puisque la contre-force électromotrice n'existe plus, l'énergie magnétique peut se transformer en un instant éclair, en un coup de bélier, en énergie diélectrique. Ce ne sera plus du magnétisme, ce sera du diélectrique. Il ne sera plus stocké dans une bobine, mais dans un condensateur. Il faut savoir qu'une bobine, c'est aussi un condensateur. En fait, autour du fil de la bobine, on a du magnétisme, mais entre deux fils, on a un effet de condensateur. Ainsi, il existe une bobine qui aurait donc la bonne inductance et la bonne capacitance sans ajouter de composants supplémentaires. Et c'est un challenge. Il est beaucoup plus facile de rajouter des composants pour arriver à notre objectif. Donc pendant la disrupture du transistor, nous avons un phénomène spécial qui se crée. Nous avons la création d'électricité froide. C'est directement le secret de Tesla. C'est-à-dire que cette électricité froide n'a pas d'intensité puisque le circuit a été ouvert et elle permet un transport de l'énergie avec un minimum de pertes. Nous n'avons toujours pas montré où était la surunité. Par contre, nous venons de démontrer un principe de transmission sans perte ou quasiment sans perte. Cette deuxième bobine qui a reçu son coup de bélier, son grand pic de tension, en fait, si pour la rotation du rotor, on a des vitesses, ou plutôt des tensions dans la bobine de l'ordre de 5 volts, le claquage du transistor va générer des 200-300 volts. Par contre, ici, pour avoir 5 volts avec une certaine intensité, on a mis un certain temps. Ici, c'est vraiment dans un éclair, un flash, qu'on reçoit notre forte tension et pas d'intensité. Et ça ne dure qu'un flash. Après, il n'y a plus rien. Dans ce coup de bélier, on retrouve deux choses. L'énergie qu'on a donnée à la bobine, moins les pertes de la bobine, plus, et c'est là que c'est important, l'avancée de l'aimant.
C'est-à-dire que l'aimant, quand il était ici, et à la fin, quand il est là, il a magnétisé lui aussi la bobine. Ainsi, quand on claque le circuit, qu'on l'ouvre, dans le coup de bélier, ce n'est pas seulement l'énergie de la batterie moins les pertes, c'est l'énergie de la batterie moins les pertes, plus l'avancement. Donc si jamais l'avancement a été calculé pour avoir une énergie supérieure aux pertes de l'installation du magnétisme, nous avons alors en sortie une surinité. Ça me semble complètement logique. Pour moi, ce retort est un arbre de Newton avec une pomme qui a un équilibre en haut. Merci Bedini et merci Tesla pour l'électricité froide.